bonjour à tous. Et merci bien sûr pour cette invitation et merci pour me donner le temps de rentrer dans les détails de cette question. Parce que souvent on a 20 minutes, dans 20 minutes on peut dire l'essentiel, hein, mais souvent on passe à côté en fait, de la complexité du problème, et ce problème il est compliqué. Il est compliqué, je voudrais commencer par quelque chose qu'on oublie, c'est que la pratique médicale c'est avant tout une pratique pragmatique. C'est-à-dire que, et ça les collègues scientifiques ne le voient absolument pas, en fait ce qui fait la pratique médicale c'est qu'en consultation on a entre 10 minutes et 1 heure par patient. Donc même si les problèmes sont compliqués, on doit trouver une solution simple. Et la pratique médicale, c'est un patient qui vient parce qu'il a une plainte, et non notre boulot, c'est de régler la plainte. Et puis voilà. Alors, un corollaire de ça, et que là aussi les collègues scientifiques ignorent souvent, c'est que, j'allais dire en général, j'exagère peut-être un peu, ça dépend des spécialités médicales, mais en général, on ne comprend pas vraiment ce qu'on fait. C'est-à-dire que on a un patient, alors déjà donner un diagnostic en un quart d'heure c'est difficile. Et puis à partir de ce diagnostic approximatif, il faut trouver un traitement ou des examens complémentaires qui vont faire sens et qui vont aider le patient. Et alors il y a l'évidence de médecine, naturellement ça aide, mais enfin bon. Voilà. Ça marche pas si mal en pratique, mais en théorie, c'est quand même très compliqué. Je vais juste vous donner un exemple caricatural. Hein. En psychiatrie, on continue au XXIe siècle à faire des électrochocs. C'est quand même quelque chose. Alors, vous savez, régulièrement, les gens disent c'est une honte, ils font ça, c'est moyenâgeux, etc. Ben ouais, mais bon, quelqu'un qui a une mélancolie délirante et qui résiste aux antidépresseurs, eh ben, c'est le seul traitement qui reste et qui est efficace. Et bien sûr, ça a des effets indésirables dramatiques, hein, mais bon, ça sauve des vies. Mais comment ça marche? Ben, on n'en sait rien. On n'en sait rien. On envoie 70 joules à 70 Hz pendant 4 secondes, ça fait une crise d'épilepsie et en général, ça guérit les gens. Puis voilà. Donc, on voit le caractère violemment pragmatique de la pratique médicale. Alors, après, donc ça, c'est notre pratique médicale à nous. Et puis, il y a des médecines différentes, qu'on appelle complémentaires, etc. Elles sont différentes. Alors, ok, pas de problème. Nous, on est dans le pragmatisme, donc on va tester. Et on sait tester, essayer randomiser, etc. Alors là, les gens des médecines différentes vont dire « Ah oui, mais nous, c'est plus compliqué. Vous voyez, par exemple, si on veut évaluer le jeûne, alors on va faire un essai randomisé. A priori, c'est facile. On prend des gens... par exemple, vous savez, pour éviter les effets indésirables des chimiothérapies, il a été proposé de faire jeûner les patients, avec un rationnel pas inintéressant. Et donc on va tirer au sort, on va faire un truc sérieux, on va dire, avec une information éclairée, un consentement, on va expliquer aux patients que potentiellement c'est utile de jeûner pendant les séances de chimiothérapie. Et puis on va leur dire qu'ils vont être tirés au sort, ou ils vont jeûner, ou ils ne vont pas jeûner. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien sûr, le groupe où on ne jeûne pas, comme on leur a expliqué que c'était bien de jeûner, ils s'arrêtent de manger. Et donc les collègues me disent, bah ouais, mais donc on ne peut pas faire d'essais randomisés, c'est pas possible. Ben oui, mais en fait c'est toujours comme ça en médecine. On tire au sort des médicaments et dès que c'est en ouvert, alors et si vous comparez une chirurgie avec une radiothérapie, ben c'est en ouvert, il n'y a pas d'aveugle. Pas possible. Et donc dès que c'est en ouvert, quand les gens n'ont pas le soin qu'ils voulaient, ils sortent de l'étude. C'est pour ça qu'il y a des analyses en intention de traiter, il y a des analyses en cas protocole, il faut gérer les sorties, etc. Il n'y a pas que avec le jeûne, et puis on peut s'arranger à expliquer aux gens, si c'est une étude sur le jeûne, voilà, on va vous randomiser. Alors c'est vrai que peut-être que si vous êtes dans le groupe pas jeune, alors vous aurez envie de jeûner, mais s'il vous plaît, c'est sérieux, c'est de la recherche, il faut aider tout le monde. On va faire, vous voyez, on peut arriver à faire des études sur le jeûne, on peut y arriver. Alors après on va dire, oui, mais c'est pas pareil non plus, parce que les médecines différentes, c'est des médecines globales, holistiques, où la singularité du médecin interagit beaucoup avec la singularité du patient, et donc c'est étranger à toute forme de statistique. Ben oui, les psychanalystes, ils ont dit ça pendant des décennies,
Et puis le jour aux États-Unis, on leur a dit ben, ou vous faites des essais ou c'est fini. Ils ont fait des essais et ça a montré que ça marchait. Et en fait, un chirurgien, tout le monde sait qu'un chirurgien, c'est pas pareil que notre chirurgien. Et qu'un abdomen, c'est pas pareil que notre abdomen. Et ben, ça n'empêche pas de faire des études randomisées en chirurgie digestive. Et puis voilà. Non, donc on peut, aujourd'hui, on a plein de méthodologies pour évaluer les soins. On a les études qualitatives, très intéressantes. On a les registres, les cohortes, les études randomisées, les randomisations en cluster, enfin, etc., etc. On peut tout évaluer à la condition d'avoir des sous pour le faire. On y reviendra, c'est quand même le problème numéro 1. Le problème numéro 1, c'est pas la méthodologie, c'est les sous pour faire les études. Donc voilà, donc on pourrait s'arrêter là et dire le problème de l'efficacité des soins non conventionnels ou alternatifs ou complémentaires, etc., c'est un problème simple, c'est le problème de l'évaluation de la médecine et des soins en général. Alors en fait, non, c'est pas ça. C'est pas ça, il y a autre chose. Et ça, on l'a vu dans la tribune du Figaro contre l'homéopathie. C'est pas qu'on ne peut pas évaluer, etc., etc., c'est que c'est mal. C'est mal. On trompe les patients. Ça ne marche pas vraiment. Ou alors, si ça marche, c'est psychologique. Donc on voit c'est mal. C'est-à-dire qu'il y a une connotation éthique. C'est pas éthique de faire ça. Et donc du coup, il y a un questionnement au-delà du questionnement scientifique, il y a un vrai questionnement éthique, et qui est bien sûr alors on y reviendra tout à fait à la fin. Oui, il y a une question d'éthique du placebo, d'accord, mais il y a autre chose. Il y a autre chose. Il y a le problème de l'irrationalité, quoi. C'est-à-dire que, en fait, ils racontent n'importe quoi, ces gens-là, quoi. Ils racontent n'importe quoi, et c'est vrai que quand on regarde dans le détail le rationnel pour faire des granules homéopathiques, c'est vrai que c'est quand même vertigineux. C'est quand même... Donc, du coup, la question se pose. Alors, du coup, comme il nous reste peu de temps, on va vraiment entrer dans le détail de questions. Ça marche, oui, mais c'est psychologique. Il y a la question du dualisme qui se pose. C'est que, du coup, on considère que quand quelque chose marche et que c'est psychologique, c'est pas bien. Et d'ailleurs, on a ça en général en médecine. Hein. Quand un patient est malade, ah oui, mais c'est psychologique, donc c'est rien. Quand on est psychiatre, on vit ça tous les jours. Hein, et donc, du coup, nos patients essaient désespérément d'avoir des symptômes somatiques pour qu'ils puissent vraiment être considérés comme de vrais patients. Donc, bien sûr, il va falloir réfléchir à cette question du dualisme. Pourquoi, quand on considère que c'est psychologique, c'est rien? Le deuxième point, c'est qu'on dit, ces trucs-là, c'est pas rationnel. D'abord, ça ne marche pas vraiment. Ben oui, mais alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est rationnel? Qu'est-ce que ça veut dire que ça marche vraiment? Parce que c'est curieux, eux, ils disent que ça marche vraiment, mais les patients, que ça marche pas vraiment, mais les patients, ils disent que ça marche vraiment. Alors, qui a raison là-dedans? Alors, du coup, qu'est-ce que ça veut dire vrai? Et puis, on dira aussi deux mots de qu'est-ce que c'est que des théories, c'est-à-dire, oui, mais c'est pas scientifique. Ben oui, mais alors, c'est quoi un soin qui relève d'une théorie scientifique? Parce qu'encore une fois, la médecine, c'est pas une théorie, c'est une pratique. Donc, on va voir ces trois points, et donc on va déconstruire beaucoup de choses, et puis après, on essaiera, dans la conclusion, de reconstruire. Alors, la question du dualisme. Alors, pendant longtemps, j'ai pensé que c'était une question occidentale. Que Platon, Descartes, etc., et que du coup, avec notre Descartes national, on était encore plus dualiste en France qu'ailleurs, et que voilà, les Occidentaux séparent le corps de l'esprit. Et en fait, il y a un travail absolument incroyable qui a été fait par un anthropologue qui a écrit un livre qui s'appelle Par-delà nature et culture, en 2004, qui s'appelle Philippe Descola, qui est professeur au Collège de France, et qui dit, avec beaucoup de données à l'appui, qu'en fait,
partout sur la Terre, dans toutes les cultures, il y a une opposition entre une intériorité et une physicalité. Mais qu'elle n'est pas organisée de la même façon. Par exemple, en Amazonie, donc il y a des esprits, les gens parlent des esprits, c'est pas matériel, donc vous voyez, il y a aussi quelque chose, il y a une forme de dualisme, mais en Amazonie, là où il a fait son terrain, en fait, les hommes partagent leur esprit avec les cailloux, la rivière, les animaux, etc. Donc, leur intériorité est partagée avec tout ce qui les entoure. Mais leur physicalité est différente. C'est-à-dire, à l'évidence, je ne suis pas de l'eau, je ne suis pas comme le cours d'eau, je ne suis pas un caillou, je suis un humain. Et nous, on est exactement à l'opposé. C'est-à-dire que nous, en fait, nous sommes constitués d'atomes, dont nous sommes comme l'eau, physiquement. Nous sommes comme l'eau, comme le caillou, comme les animaux. Exactement pareil, mais notre intériorité, elle est très différente. Bien sûr, l'eau ne pense pas, le caillou ne pense pas, les animaux, alors depuis que ça dépend si on est vegan et tout ça, peut-être, mais en tout cas, c'est pas pareil que nous. Et voilà, donc il décline comme ça toutes les cultures de la planète en fonction de leur rapport à l'intériorité, de leur rapport à la physicalité. Et alors, quand on regarde d'un peu plus près qu'est-ce qu'est notre intériorité à nous, en Europe occidentale et même dans l'Occident en général, c'est très curieux. Et ça, alors les psychiatres le livrent en consultation tous les jours. L'intériorité des humains occidentaux, c'est une grande solitude psychologique. Les gens sont profondément seuls à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est-à-dire non seulement on est coupé du reste de l'univers, mais on est même coupé de nos proches. Et il se passe quelque chose de très bizarre, c'est que qui est un peu fou, c'est que d'un côté, tout le monde parle de souffrance psychique, tout le monde souffre, hein, tout le monde est en burn-out, etc. Tout le monde fait de la mindfulness. Donc, l'esprit est partout, on en parle beaucoup, mais quand on fait de la science, il est là nulle part. Hein? Quelle est la science qui est censée s'intéresser à l'esprit? Les neurosciences, c'est-à-dire c'est une science du cerveau, c'est de la physicalité. De l'intériorité. Alors vous me direz, il y a les sciences cognitives, mais les sciences cognitives, c'est considérer le sujet pensant en tant que système traitant une information, c'est la définition, donc comme un ordinateur, c'est-à-dire comme un objet. Il n'y a plus de science aujourd'hui qui s'intéresse au sujet pensant en tant que sujet pensant. Et donc il y a un clivage complet entre la grande souffrance que l'on vit du fait de notre solitude psychique et le fait que la science ne s'y intéresse absolument pas. Et ça, bien sûr, on en trouve les stigmates en médecine. Et on ne le réalise même pas. Aujourd'hui, le nec plus ultra pour montrer qu'un antidépresseur est efficace, c'est de montrer qu'il agit sur le cerveau sur une étude en IRM fonctionnelle. Vous voyez ? C'est un médicament pour une maladie psychiatrique, c'est-à-dire une maladie qui touche le sujet en tant que sujet pensant. Et comment on va montrer que le médicament est efficace? En montrant que le cerveau n'est plus le même sous l'effet du médicament. Vous voyez à quel point il y a cette tension terrible entre le fait que, même quand on s'occupe du sujet pensant quand il souffre, l'efficacité du médicament, il faut qu'elle soit sur la physicalité et sur le corps. À tel point d'ailleurs que aujourd'hui, quand on demande aux jeunes psychiatres, mais vous allez prescrire des antidépresseurs, mais si un patient vous demande, mais finalement, qu'est-ce que ça va me faire à moi de prendre un antidépresseur? Comment je vais me sentir après? Eh bien, il y a un blanc. Il y a un blanc parce que vous pouvez faire une revue de la littérature, des études qui recherchent qualitativement qu'est-ce que c'est que de vivre quand on prend un antidépresseur, je n'ai trouvé qu'une, de qualité médiocre. Vous voyez un peu à quel point il y a un malaise dans l'évaluation de l'efficacité des médicaments, alors bien sûr en particulier en psychiatrie. Et donc du coup, pour en arriver à cette question du dualisme, en fait,
Aujourd'hui, quand on parle d'efficacité thérapeutique, on parle d'une efficacité matérielle. L'efficacité est vue sous l'angle du matérialisme. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Et donc, du coup, bien sûr, l'effet d'une pilule ne vient que de l'effet de ce contenu. Puisque c'est la matière qui compte. Et alors, bien sûr, on va dire, ah oui, c'est vrai, c'est pas bien, parce que quand même, il faut s'occuper des gens aussi, et quand on s'occupe des gens, en fait, ils vont bien, et voilà. Mais il y a un sous-entendu un peu, tout le monde fait ça. D'ailleurs, c'est ce que disent les collègues quand on discute comme ça à propos de ces thérapies non conventionnelles. On leur dit, mais oui, mais en fait, ça vient d'autre chose. Ben oui, mais nous aussi, on fait autre chose. On a envie de dire, oui, mais peut-être que vous le faites moins bien. Mais en fait, non, on ne peut pas dire ça parce que c'est une espèce de no man's land. Et d'ailleurs, forcément, il y a peu d'études. Et j'ai compris ça récemment. Il y a une situation, une espèce de soin non conventionnel aussi, d'ailleurs qui est très répandu dans cette région, qui est le thermalisme. Et donc j'ai dû m'intéresser au thermalisme récemment, et il y a un collègue, un clinicien de terrain, qui connaît très bien le sujet, qui m'a expliqué, parce que je me disais, bon, si on a une arthrose du genou, aller prendre des bains avec de l'eau, même s'il y a les phosphates, etc., entre nous, je ne vois pas tellement comment ça peut changer l'arthrose du genou. Peut-être, enfin, bon. En tout cas, vu de loin, scientifiquement, j'ai des doutes. Mais il me dit, mais non, mais en fait, le thermalisme, d'abord, c'est, on va passer 3 semaines dans un endroit où on va s'occuper que de l'arthrose du genou. Donc on va voir des soignants régulièrement, ce qu'on ne voit jamais d'habitude. Régulièrement, ils vont nous parler de notre mode de vie, et alors comment on fait, comment est-ce qu'on marche pas, et la question du poids, etc. Premier point. Deuxième point, on va s'occuper de soi. On va réaliser qu'en fait, il faut s'occuper de soi. Ce qu'on ne fait pas d'habitude, ce qu'on fait mal. Donc c'est important de réfléchir à finalement mon hygiène de vie, etc. Et puis on va parler avec des patients qui ont les mêmes problèmes que vous. Et on va pouvoir dire, ben oui, ma belle-fille, elle râle parce qu'à cause de mon arthrose, je ne peux pas garder les petits-enfants et elle m'en veut, et voilà, et elle ne se rend pas compte, et ben oui, je suis bien d'accord, moi aussi, etc. Et on se comprend, et donc on va mieux, en fait, on arrive à mieux régler sa vie. Et bien si ça se trouve, l'efficacité du thermalisme, elle vient de là. Et l'eau est un alibi. Et alors, où est le problème, quoi? Où est le problème? Encore une fois, notre métier, c'est pragmatique, hein. Et moi, je conçois que passer 3 semaines dans un endroit où il y a des gens qui connaissent l'arthrose sur le bout des doigts, qui savent exactement toutes les règles hygiéno-diététiques qu'il faut, et qui savent les communiquer aux patients, parce que ça ne suffit pas de décliner des règles sur un calepin pour que les gens le fassent. Il faut vraiment rentrer dans leur vie. Et s'il le fait, on sait bien que quand les patients se retrouvent, hein, les groupes thérapeutiques en psychiatrie, c'est quelque chose de très important. Et bien si ça se trouve, le thermalisme, ça marche comme ça, et ça marche. Et puis voilà. Alors, donc ça c'était la question du dualisme. L'efficacité, quand on parle d'efficacité thérapeutique aujourd'hui, on sous-entend que c'est une efficacité matérielle. Deuxième point, rationalité, vérité. Donc on dit, ces soins-là, c'est pas rationnel, ça ne marche pas vraiment. Alors, premier point, donc, qu'est-ce que ça veut dire quand quelque chose est rationnel et quelque chose est vrai ou pas vrai? Ben, en fait, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Et il y a, d'ailleurs, irrationnel et vérité, c'est des cousins germains, en fait. L'un est souvent avec l'autre, et c'est décliné de 2 façons différentes. En ce qui concerne la rationalité, il y a un premier volet de rationalité qui est la rationalité formelle. Par exemple, on doit obéir au principe de non-contradiction. Alors, en médecine, c'est compliqué, hein, quand on considère que les médicaments anticancéreux ont comme principal effet secondaire de donner un cancer, et en fait, la pratique médicale est pleine d'injonctions paradoxales en permanence. Donc, la rationalité formelle, c'est pas ça, c'est pas la rationalité médicale. Non, la rationalité médicale, elle est plus de l'ordre, c'est une rationalité pratique. Parce qu'il existe une définition de la rationalité pratique qui est « je suis rationnel si je suis capable de mettre en œuvre ce qu'il faut pour arriver à mes fins ».
Et là, vous voyez que ça change la donne. Si arriver à mes fins, ça passe par des chemins un peu biscornus, ben pourquoi pas. Et leur vérité, eh ben, c'est pareil. Depuis des siècles, on oppose la vérité de raison avec la vérité des faits. Donc vérité de raison, c'est les mathématiques, et c'est pas trop la médecine c'est pas des mathématiques. Et puis il y a la vérité des faits, où on dit, ben, il pleut, si en tendant l'oreille et les yeux, on voit qu'il tombe des gouttes d'eau du ciel. On dit, ben, il tombe des gouttes d'eau du ciel, ça s'appelle de la pluie, donc je dis il pleut, et j'ai raison, je dis vrai quand je dis ça. Les philosophes, ils disent qu'il y a une adéquation entre la chose et l'esprit. Alors, bien sûr, le problème, c'est que quand je dis adéquation entre la chose et l'esprit, quand je dis il pleut, ben, il faut quand même qu'on soit tous d'accord sur le fait que la pluie, c'est de l'eau qui tombe des nuages. Alors, on est tous d'accord, là c'est facile. Là c'est facile. Encore que, qu'est-ce qu'un nuage voilà. Mais bon, il n'y a pas de problème. Quand on se dit il pleut, on est tous d'accord. Mais vous savez, en ce moment, il y a un truc qui court autour de la Terre serait plate. Vous voyez, vous souriez. Et c'est ça qui est intéressant, hein. C'est que vous avez souri. Il y a des gens qui disent que la Terre est plate aux États-Unis. C'est même c'est la mode. Et nous, on pense que la Terre est ronde. Et bien, je pense que la Terre est ronde. Oui, je suis sûr que la Terre est ronde. Mais alors, si je suis à côté de quelqu'un, imaginez que j'aille à l'Amazonie et qu'un Indien, en fait, n'a jamais et ne vivra jamais plus loin que 20 km autour de l'endroit où il est né. Ce qui arrive, en fait, beaucoup d'êtres humains ne vont jamais plus loin que 20 km, qu'à 20 km de l'endroit où ils sont nés. Ben, pour lui, tout est plat, la Terre est plate. Et si je lui dis la Terre est ronde, il va me regarder en me disant mais qu'est-ce qu'il raconte? Enfin, c'est absurde. Et comment je vais lui démontrer que la Terre est ronde? Lui, il va me dire, attends, viens, on va aller à un lac à côté, regarde la surface du lac, elle est plate. Elle est parfaitement plate. Vous pouvez faire l'expérience. Un lac, quand il n'y a pas de vent, c'est plat. Donc la Terre est plate. Donc il a raison. Ce qu'il dit est vrai, parce que c'est en accord avec son expérience. Toute sa vie, ce qu'il va vivre toute sa vie est compatible avec l'hypothèse la Terre est plate. Alors bien sûr, moi j'ai vu des photos d'astronautes qui ont pris une fusée et qui ont pris une photo de la Terre. On voit qu'elle est ronde. Et donc je fais confiance à ces photos. Et je dis que la Terre est ronde. Et puis c'est vrai que quand on voit un bateau partir au loin, effectivement, la coque disparaît avant les mâts. Donc, c'est un signe que c'est un curvé. Non mais c'est une démonstration historique que la Terre est ronde. Hein. Mais vous voyez, l'argument est quand même très faible. Hein. L'argument est très faible. Dans la vie de tous les jours, voir que la Terre est ronde, c'est quand même pas évident du tout. Il faut faire confiance. Donc vous voyez, c'est pas une question de relativisme culturel. Moi, je considère que la Terre est ronde. Et j'en suis sûr qu'elle est ronde. Et l'indigène d'Amazonie, lui, il dit qu'elle est plate. Je comprends qu'il pense ça, mais je suis sûr qu'il a tort. Mais lui, son point de vue, c'est qu'il est sûr qu'elle est plate, et il a raison de considérer qu'il est sûr qu'elle est plate. Donc vous voyez, on peut avoir des théories incompatibles qui sont vraies, simultanément. Et c'est exactement ce qui se passe en médecine des soins non conventionnels. C'est-à-dire que pour moi, le contenu d'une granule homéopathique 30CH, il n'y a aucune molécule de principe actif. Et j'en suis sûr. J'en suis sûr. Eh bien, certains homéopathes pensent le contraire. Alors, je pense qu'ils ont tort. Je pense qu'ils ont tort. Mais eux qui pensent qu'ils ont raison. Et puis voilà. Alors, vous allez me dire, oui, mais quand même, c'est gênant. Mais en tout cas, revenons au point de départ. Si vous avez un patient en consultation qui vient vous voir et qui pense que dans les granules homéopathiques, il y a vraiment quelque chose, si vous essayez de le convaincre en un quart d'heure, c'est raté. Vous n'y arriverez jamais. Donc, encore une fois, si vous êtes un clinicien, vous avez votre champ théorique. Mais dans votre pratique clinique, eh ben, vous le laissez au vestiaire. Parce que ça ne sert à rien de l'imposer aux autres, ça ne marche pas. Ça ne marche pas.
Alors, on en arrive au troisième point, on va dire, ah oui, mais alors, d'accord, on peut avoir chacun ses théories, mais sauf que moi, ma théorie, qu'il n'y a rien dans les granules, ça vient de la physique, hein, ça vient de Avogadro, 6 10 puissance 23 molécules dans une mole, si on a une granule 30 CH, il y a 10 puissance moins 60, et donc 10 puissance moins 60, tout petit par rapport à 10 puissance moins 23, et donc, donc il n'y a rien. Voilà. C'est-à-dire que ce que je pense, ma théorie de la granule est étayée par la théorie de la physique, et c'est pas rien. C'est une théorie scientifique super forte. Et donc, là, on peut dire, oui, mais quand même, la théorie de l'homéopathe, elle est faible. Le fort, il gagne sur le faible. Alors, d'accord, mais est-ce qu'il existe une théorie de la clinique? Est-ce qu'il existe une théorie de l'efficacité clinique? Ben, c'est pas si clair que ça. Moi, ce que je vois, c'est que, alors, en faculté de médecine, il y a beaucoup de cours de biologie. Aussi, on va retrouver dans la faculté de médecine ce que je vous disais à propos de la science et de l'intériorité, de la physicalité. En faculté de médecine, j'ai compté à peu près 600 heures de cours de biotruc et 5 à 20 heures de cours de psychologie médicale. Donc vous voyez, c'est exactement le dualisme est assumé, le sujet pensant n'existe pas dans les études de médecine. C'est juste la réalité. Et tout le monde sait que c'est mal. Tout le monde sait que c'est mal. Alors, pourquoi ça? Et c'est là qu'on peut faire un petit comeback historique. En fait, il faut bien reconnaître, historiquement, les progrès de la pratique médicale sont venus des progrès de la compréhension du fonctionnement du corps vivant. Avec, vous savez, l'anatomie, pendant longtemps, on ne pouvait pas disséquer les sujets humains. Après, on l'a fait en cachette. Après, on a pu le faire davantage. Après, on a eu des microscopes pour faire l'anatomie microscopique. Et après, on a fait la physiologie. On arrive à Claude Bernard et les Pasteur. Et voilà, les microbes, donc les antibiotiques, etc., etc. Et puis aujourd'hui, on a les biothérapies, les thérapies ciblées, etc., etc. Voilà. C'est les progrès de la biologie ont été le germe des progrès monumentaux que la médecine occidentale a apporté sur toute la planète. C'est que quand vous avez une fibrillation ventriculaire en Inde, en Chine ou en Amérique du Sud, c'est un défibrillateur qu'il faut. C'est pas de la médecine ayurvédique, des granules homéopathiques ou de l'hypnose. Et ça, personne ne peut dire le contraire. C'est juste la réalité. Donc, la puissance de la médecine occidentale est venue des progrès de la biologie. Et donc, la pensée biologique est une pensée extraordinairement forte dans le monde de la médecine. Et d'ailleurs, pour cela, nous avons des cardiologues, des pneumologues, des néphrologues, c'est-à-dire des spécialités d'organes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ça n'a marché qu'à moitié. C'est après la Seconde Guerre mondiale qu'en fait, cette pensée biologique très forte, elle a été un demi-échec, c'est-à-dire que l'idée de se dire que, en fait, pour soigner les maladies, il faudrait connaître le mécanisme des maladies, trouver des molécules qui agissent sur le mécanisme, et à ce moment-là, on guérit le patient. Et donc, avec les antibiotiques, ça marche un peu. On trouve le germe, on tue le germe dans la boîte de pétri, on prend la molécule, on la donne au patient, il guérit. Or, les maladies bactériennes, c'était un drame pendant des siècles. Donc, ça a très bien marché pendant un temps. Mais, comme vous le savez, il y a plein de maladies où, en fait, on ne sait pas. On ne sait pas tellement pourquoi les gens deviennent malades. Et en plus, quand on le sait, ça ne sert à rien, parce que quand on sait qu'un patient a un cancer du poumon parce qu'il fume, ça ne sert à rien, il peut continuer à fumer. Le traitement, c'est chimiothérapie, tonectomie, etc. Donc, on s'est bien rendu compte que la pensée mécanistique de la médecine biologique était un peu dans une impasse. Et donc, après la Seconde Guerre mondiale, est née une théorie de l'efficacité complètement différente qui repose sur des bases statistiques. Et donc, vous savez, c'est l'évidence de la médecine, avec son
son outil prototypique qui est l'essai randomisé et qui marche super bien aussi. Sans l'essai randomisé, la cancérologie, la sida, etc., on n'aurait pas connu les progrès que l'on a connus. Et sans parler de la cardiologie. Alors, néanmoins, la pensée statistique s'est trouvée un peu en porte-à-faux, parce que, d'une part, on montre qu'on est efficace quand on montre qu'on est efficace matériellement. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a rajouté le placebo, parce qu'on aurait pu dire, ben, on va comparer un traitement contre le meilleur traitement disponible. Vous voyez, on aurait poussé la logique pragmatique jusqu'au bout. Mais c'est pas ça qui a été fait. C'est pas ça qui a été fait spontanément. Pourquoi? Parce que on est toujours un peu prisonnier de cette pensée matérialiste. Non seulement on va montrer que ça marche en tirant au sort, mais on veut montrer que ça marche vraiment, c'est-à-dire que ça marche matériellement. Ça ne suffit pas de montrer que ça marche en pratique, il faut montrer que ça marche matériellement. Et donc on va comparer à un placebo, parce que le placebo va soustraire tout ce qui serait psychologique, tout ce qui serait du registre de la relation. Donc en fait, la théorie de l'efficacité clinique, contrairement à ce qu'on pense, c'est une théorie biscornue, c'est une théorie bicéphale, avec d'un côté une théorie biologique, avec un mécanisme d'action, et de l'autre côté une théorie statistique. Est-ce que statistiquement le médicament marche? Et d'ailleurs, en fait, on le voit bien dans la réalité, quand un nouveau produit arrive sur le marché, on veut connaître son mécanisme d'action, et on veut voir des études randomisées qui montrent que c'est efficace. Quand on a ni l'un, quand on a soit pas l'un, soit pas l'autre, on est embêté. On est embêté. Alors, il y a une autre couche de complexité, c'est que l'efficacité statistique, eh ben, en principe, elle est vraie en moyenne. C'est-à-dire, elle est vraie sur un sujet moyen. Mais un sujet moyen, ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que l'efficacité statistique, puisque c'est une efficacité sur un sujet qui n'existe pas? Et ça, c'est un truc qui a été complètement intolérable pour les défenseurs de l'evidence-based medicine. Et alors, du coup, il s'est passé quelque chose de très particulier, c'est qu'il y a eu une contorsion, on pourrait même dire une perversion de l'interprétation des résultats des tests statistiques. Alors, il faudrait beaucoup de temps pour entrer dans le détail de ça. Il faudrait voir que les tests statistiques ont été inventés en 1922 puis en 1925 avec deux personnages, en fait trois, un d'un côté qui s'appelait Fisher et l'autre de l'autre côté, Neyman et Pearson, et qui a eu une querelle épistémologique sur le fait que, en fait, les tests qu'ils défendaient étaient légèrement différents, et cette querelle a duré plusieurs décennies, ce qu'on a complètement oublié, et elle a été tranchée dans les années 60, où Neyman a dit, eh bien, Fisher, c'est une inférence inductive, et nous, c'est un comportement inductif. Peu importe, le mot-clé est inductif. C'est-à-dire que la preuve statistique est une preuve inductive. Et vous savez, inductive, ça veut dire que, comme le disait ma belle-mère, je suis d'origine bordelaise, un jour, je fais la cuisine d'une certaine façon, elle dit, ah ben oui, tous les Bordelais font ça. Vous voyez, je le vois une fois, deux fois, ils sont tous comme ça. C'est de l'induction. Et c'est ce qui se passe quand on fait de la statistique. On prend un échantillon, et à partir de cet échantillon, on dit, c'est efficace. C'est efficace tout le temps, mais on sait que c'est une inférence. Et bien, ce qui s'est passé, on sait que c'est une induction. Ce qui s'est passé, c'est que mentalement, on a transformé cette induction en une déduction. Et vous savez maintenant, quand on dit, mais nous avons montré que les statines étaient efficaces dans la prévention du risque cardiovasculaire, nous l'avons montré. Et c'est vrai, parce que c'est montré. Ça n'est pas une attitude inductive, c'est une attitude déductive. On présente ça comme une vérité scientifique universelle. Parce que ça nous rassure, naturellement. Ça rassure le clinicien de savoir qu'il a des médicaments efficaces, qui sont efficaces tout le temps. Le problème, c'est qu'avec ça, on a plein de patients qui meurent en recevant des traitements efficaces. Et ça crée un malaise, si vous voulez. Ça crée un malaise dans la relation médecin-malade. C'est que, et les médecins ne s'en rendent pas compte. Dire, mais vous avez ça, je vais vous prescrire un traitement efficace. Super.
et le patient revient 15 jours après, mais ça n'a pas marché. Ah ben oui, ben, et quelque part, le patient, il voit que dans le regard du médecin, ben, c'est un peu de sa faute si le traitement n'a pas marché. C'est un patient résistant. Ben, c'est ça. C'est quand le médicament efficace ne marche pas, c'est que le patient est résistant. Quelque part, c'est un patient compliqué. C'est un chiant. Et d'ailleurs, j'ai vu une fois un truc qui poussait la logique jusqu'au bout. C'était dans les discussions des résultats d'un essai thérapeutique randomisé. C'était en réanimation, un antibiotique en réanimation. Donc le critère d'efficacité, c'était la mortalité. Et alors, on discutait, c'était la blind review, donc on discutait des cas, et donc un patient était mort guéri. Donc c'est-à-dire que c'était des pneumonies à pneumocoque, donc il y avait le cliché radiologique, le cliché de thorax était normalisé, les hémocultures négatives, apyrétiques, etc. Le patient est guéri, mais il est mort. Et le réanimateur voulait que ça soit un succès. Vous voyez, vous riez, mais lui, il riait pas du tout. Il disait oui, mais il est mort. Il est mort guéri, s'il est mort, oui, mais c'est pas de chance, quoi. Mais on devrait le compter comme un succès. Vous voyez comme la logique de l'efficacité théorique, il y a une théorie d'efficacité qui est une théorie, alors, elle est un peu folle. Elle est un peu folle. Je dis pas qu'elle ne marche pas, hein. Elle marche quelque part. Hein. Elle marche. Puisque l'évidence de la médecine, ça marche. La biologie, ça permet de faire les anti-TNF-alpha, le rituximab et tout ça, ça marche. Ça marche, mais c'est un peu fou. Donc il faut en prendre conscience. Alors, j'en arrive à la conclusion de ma présentation. Alors, cette histoire d'éthique des thérapies complémentaires. Alors, souvent on dit... On fait un raccourci, on dit oui, éthique des thérapies, des soins non conventionnels. En fait, c'est une théorie du placebo. C'est une théorie. Est-ce qu'on a le droit de raconter des bobards aux gens en les soignant? C'était un peu ce qu'il y avait dans le Figaro, quoi. Et ça, alors ça, c'est une méconnaissance totale de la réalité clinique. C'est que, en fait, quelqu'un vient vous voir avec une lombalgie. On va prescrire du paracétamol. C'est une substance active. Quel est le mécanisme d'action? On peut raconter des histoires sur le mécanisme d'action du paracétamol. En fait, on ne sait pas grand-chose. Mais bon, on peut raconter des histoires, comme sur beaucoup de mécanismes d'action. En tout cas, c'est un médicament qui a pignon sur rue. Donc, je suis un médecin sérieux. Je prescris du paracétamol qui n'est pas un placebo. Sauf que, faites la revue de la littérature sur l'efficacité du paracétamol dans la lombalgie chronique, ben c'est aussi efficace qu'un placebo. Donc, vous avez prescrit un placebo. Alors, est-ce que c'était éthique? Ben, alors, qu'est-ce que vous faites? Vous allez prescrire un anti-inflammatoire non stéroïdien, qui, lui, effectivement, a plus de preuves, mais, en fait, qui ne fait pas beaucoup mieux non plus. Et au moins, avec le paracétamol, ben, vous avez l'effet placebo, et puis en plus on ne sait jamais, peut-être que l'effet placebo c'est un effet placebo en moyenne, mais peut-être que le paracétamol, dans cette lombalgie-là, peut-être que ça va vraiment marcher. Donc pourquoi pas? Donc vous voyez, c'est compliqué de dire qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui n'est pas éthique, quand on prescrit un placebo ou pas. Alors vous allez me dire, oui mais les soins non conventionnels, l'homéopathie, on sait vraiment que c'est un placebo. Ben pas les homéopathes. Donc, on ne peut pas les critiquer de prescrire des médicaments qui ne font rien, parce que dans leur théorie à eux, eh bien, l'homéopathie fait quelque chose. Et donc, alors après, moi je peux critiquer en termes scientifiques, oui, mais ils ont tort, leur théorie est fausse, mais c'est une autre question. C'est une question scientifique, c'est pas une question d'éthique médicale. Premier point, donc c'est pas le problème. Et puis en plus, on pourrait décliner, quand on parle d'efficacité, on parle de quelle efficacité, hein? Il y a des efficacités théoriques, des efficacités statistiques, des efficacités cliniques, des efficacités de réputation. Hein? Et en fait, dans la pratique clinique, on mélange tout ça. Hein? On dit, ah ben, ce que vous avez, ben, je vais vous donner ça parce que ça agit là-dessus, 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 donc ça va agir. Et je veux dire d'ailleurs que quand on explique aux patients comment ça agit, ça a d'autant plus de chances de marcher.
L'efficacité statistique, c'est sur le sujet moyen. L'efficacité clinique, ben, c'est quand on a pris le médicament et que ça marche. Et on sait bien qu'il y a des soins non conventionnels où pourtant il n'y a rien dans la granule, mais ça a guéri des gens. Tout le monde a fait, enfin, tout le monde sait que ça peut fonctionner. Alors on va dire, oui, c'est un placebo. Mais oui, mais encore une fois, la notion de placebo, c'est une notion qui s'inscrit dans une pensée matérialiste de la clinique. Et c'est pas forcément une bonne idée d'avoir qu'une pensée matérialiste de la clinique. Donc tout ça, c'est pas la bonne façon de considérer la question. Non. Premier point, on l'a vu, il existe une théorie de l'efficacité clinique. Il existe une théorie dominante de l'efficacité clinique. C'est un mélange d'une efficacité biologique et d'une efficacité statistique. Et c'est comme ça. Vous savez, quand vous êtes devant une position dominante, eh bien, vous devez faire avec. C'est comme ça. Alors ça a des effets collatéraux. Les effets collatéraux, c'est que quand vous parlez au patient, la parole, c'est du vent. Le vent, c'est rien. Si ce que vous faites est psychologique, eh ben, c'est rien. Parce que l'efficacité est une efficacité matérielle. Alors, ça, premier point. Deuxième point, si vous arrivez avec une théorie alternative de l'efficacité, comme vous savez, les théories, c'est comme les religions, elles ont du mal à être compatibles ensemble. Eh bien, si vous arrivez avec une nouvelle théorie, c'est une hérésie. Et je ne dis pas que c'est mal, hein, c'est juste une constatation sociologique. Parce qu'il y a une position dominante d'une pensée matérialiste biostatistique. Alors on pourrait dire, finalement, comme ça marche bien, c'est très bien. Et on peut dire ça. Mais il y a quand même un problème collatéral, c'est que, quelle est la base de la médecine? C'est répondre à la plainte d'un patient. Une plainte, c'est une parole. Donc c'est rien. Et c'est ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'en fait, la plainte des gens, on s'en fout. Regardez les recommandations de la HAS. Il y a une collègue hypnothérapeute qui me disait, il faisait des cours d'hypnothérapie à des anesthésistes, et donc la première étape, c'était de regarder comment ils organisaient leur consultation en pratique. Et donc, le collègue était devant son ordinateur, comme ça, et le patient était en face. Alors, il dit non, tu vas mettre l'ordinateur comme ça tu vas regarder le patient. Alors, le clinicien le fait, et il voit que ça marche, et il dit à la collègue, c'est fantastique, l'hypnose, ça marche. Donc, vous voyez où on en est, quoi. On en est... le fait de regarder le patient est devenu quelque chose qui est finalement marginal, quoi. Et ça vient de la position dominante d'une pensée médicale matérialiste. Il n'y a pas dans les recommandations de la HAS de regarder les patients dans les yeux. Alors, ça c'est le premier point. Et ça c'est un problème éthique. C'est un problème éthique. Alors, deuxième point, il existe en médecine des théories alternatives qui sont non scientifiques, en ce sens qu'elles sont closes. La théorie sous-jacente à l'acupuncture, la théorie sous-jacente à la médecine ayurvédique, ce sont des théories ancestrales, elles sont closes, c'est-à-dire elles ne bougent quasiment pas. Et elles ne sont pas dans une perspective de réfutation, de critique externe. Alors pourquoi ça? Pour moi, c'est parce que ces théories reposent quasiment sur des considérations religieuses. Religieux, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un Dieu, hein, mais c'est que c'est un ensemble de considérations autour de la spiritualité, et que c'est comme ça que se sont construites ces théories, et donc elles sont closes. Alors on pourrait dire, d'un côté c'est bien, parce que comme ce sont des théories un peu religieuses, les gens vont y adhérer, et donc ça va marcher d'autant mieux que les gens y adhèrent, mais il y a quand même quelque chose qui est moins intéressant, c'est que comme elles sont closes, il n'y a pas de progrès possible. Comme elles sont closes, on ne peut pas les critiquer. Or, ces théories, elles sont susceptibles de conduire à des problèmes thérapeutiques. Alors, je vous donne juste un exemple concret. J'ai une très bonne collègue ostéopathe, une clinicienne extraordinaire, qui me disait un jour,
Ah oui, mais leurs mains sont justes, mais leurs mots sont faux. Vous voyez, c'est-à-dire, en fait, leur théorie, c'est une théorie pseudo-religieuse, ça ne marche pas, en fait, c'est pas ça. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ce qu'ils font, ça marche. Eh bien, moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange que les mots soient faux, parce que si les mots sont faux, d'abord, ça peut faire des gestes qui sont faux aussi, parce que peut-être que tous les gestes ne sont pas vrais, ne sont pas bons. Et en fait, leur corpus est gelé, quoi. Si, en étant enfermé dans un vocabulaire, dans un corpus théorique qui est faux, ça empêche le progrès, ça empêche de comprendre pourquoi ça marche, ça empêche de faire que ça marche mieux. Et ça, c'est pas bien, pour moi, c'est pas éthique. Alors en plus, troisième point, eh bien, le problème d'avoir un soin qui repose sur une théorie non scientifique, c'est que c'est susceptible de renforcer les mécanismes de défense irrationnelle qu'ont forcément tous nos patients. Si vous voulez, c'est que quand vous allez voir un médecin, vous réalisez qu'un jour vous allez mourir. Parce qu'on l'oublie tout le temps. Quand on est face au médecin, tout d'un coup, la mort est là. Alors on me dit, ah mais non, mais si c'est pour une hypertension, c'est pas vrai. Même quand c'est pour une hypertension, le fait de voir un médecin, la mort est à côté. Or, la mort est un impensable chez l'humain. On ne peut pas penser que l'on va mourir. On ne peut pas penser qu'un jour on sera rien. C'est impossible. Et donc, du coup, l'humain face au médecin est dans une position complètement déstabilisée. Et même les plus grands scientifiques sont prêts à accepter n'importe quelle théorie bizarroïde dès qu'ils sont proches de la mort. Souvenez-vous d'un ancien président de la République, alors qu'il était gravement malade, qui était devant les pyramides égyptiennes, etc., etc. Et regardez un peu, toutes les religions donnent plus ou moins une explication sur ce qui va se passer après la mort. La réincarnation, l'au-delà, le paradis, etc. Parce que ça répond à une attente colossale. Or, quelle est la réponse de la science par rapport à la mort? C'est que la mort, c'est rien. C'est le vide. Donc, on n'a aucune réponse sur ce qu'est la mort. Et si vous arrivez avec une théorie non scientifique qui incorpore une pensée sur la mort, le patient va se jeter dessus. Et comme, encore une fois, les théories sont un peu exclusives, si vous investissez une théorie rationnelle, vous risquez de rejeter la théorie qui sous-tend la pensée médicale occidentale. Et comme en plus, on n'aime pas la médecine occidentale, on n'aime pas les médicaments. Il n'y a pas que les enfants qui n'aiment pas les médicaments, on n'aime pas les médicaments. Même les médecins n'aiment pas les médicaments. Donc il y a plein de forces qui font que quand on est malade, on a envie de rejeter la médecine. Et si jamais on ouvre le champ à une théorie irrationnelle, on risque de s'engouffrer là-dedans et d'échapper à des soins qui pourraient être efficaces. Et on sait bien que c'est un des effets problématiques principaux des soins non conventionnels, c'est l'échappement au système de soins habituel. Et puis je conclurai naturellement sur le dernier point, qui est l'argent. C'est que l'efficacité de thérapeutique, on ne peut l'évaluer que si la société met de l'argent pour les évaluer. Alors on évalue les médicaments avec l'argent des firmes pharmaceutiques. Tout le reste est mal évalué. La chirurgie, les psychothérapies, les médecines non conventionnelles, et ça c'est un problème éthique. Merci pour votre attention.